J'aimerais revenir sur une voiture du groupe Volkswagen qui est selon moi le meilleur VE qui s'est jamais produit. La ID.7 Pro S a réussi à parcourir 941 km sur une seule charge avec une batterie de 86 kWh net, soit 232 km de plus que l'autonomie annoncée de 709 km, d'où LTP. C'est impressionnant. Lors de ce test, la voiture a roulé à une vitesse moyenne de 29 km/h. Bon, ça c'est plutôt faible pour le coup, ce qui correspond à la vitesse moyenne observée dans les grandes villes européennes, aux heures de pointe. Le test s'est déroulé en décembre, à une température ambiante en variant entre 5 et 15 degrés. Donc là, pour le coup, il faisait froid en plus. Ça aurait été encore mieux, avec une température entre 15 et 25 degrés. Donc il faudrait le refaire cet été, ou même là, au printemps, quoi. Volkswagen précise que la consommation moyenne lors de cette performance a été de 9,2 kWh au 100, ce qui est très bas. Pour comparaison, ça équivaut à 1 litre au 100 de diesel. Donc 86 kWh net, 286 chevaux, 545 Nm de couple, 0 à 100 en 6 secondes et demie, conçu entre 13,6 et 16,2, puissance de charge de 100 kW. Il va de soi que la vitesse moyenne choisie pour réaliser le test peut porter à polémique, et assurément elle ne correspond pas à un usage normal. Toutefois, elle s'appuie sur la vitesse moyenne observée dans des embouteillages dans des grandes villes européennes. Au moment de la rédaction de l'article, le site indique sur l'Île-de-France un taux de congestion de 75% en 36 minutes pour parcourir 10 km et une vitesse moyenne de 16 km/h. Ouais, bon, après, il faudrait quand même retester avec une vitesse moyenne de 45-50 km/h, ça c'est quand même plus représentatif, parce qu'il n'y a pas que les parisiens, hein, il y a aussi la province, il n'y a pas que la capitale qui compte, donc voilà, il y a bien d'autres villes en France où il n'y a jamais de bouchons ou presque, sur les rocades, tout ça, en campagne aussi, donc il faudrait faire un test à 50-55 km de moyenne, ouais. Ça serait plus représentatif, je trouve. Mais je suis sûr qu'elle performe bien, cette voiture. Franchement, l'aéro qu'elle a et tout, elle est super profilée et tout. J'aime beaucoup cette voiture. Bon, elle est un peu grosse, hein. Par contre, elle fait 4,96 m de long. Et elle est un peu chère aussi, pour le coup, à moins d'avoir des bonnes offres de déstockage, effectivement. Mais bon, elle est chère et grosse, en fait. 4,96 m et 1,86 m de large. Sinon, en vrai, ça pourrait être la nouvelle Ioniq 28, en fait, cette voiture. Et il faudrait faire une petite ID.7, comment il pourrait l'appeler? ID.5 c'est déjà utilisé, ouais, il faudrait un autre nom, mais en version plus compacte, quoi, mais avec la même aéro. Ce serait parfait en fait. En tout cas, bon, on a beau critiquer Volkswagen sur les VE qu'ils font, je trouve que celle-là est pas mal quand même, faut avouer. Maintenant, à voir si elle recevra des évolutions, s'il y aura des modèles similaires avec une aéro pareille, mais plus petit. Parce que là, elle est vraiment très très grande cette voiture, un peu trop, à mon goût. Ce qui fait augmenter le prix du coup. Vous en pensez quoi de l'ID.7? Citroën dévoile le Jumpy H, type H, par rapport au type H des années 40. Bon, c'est joué sur la nostalgie, encore une fois. Quel intérêt, quoi, en fait. Cette série spéciale est un clin d'œil emblématique au type H du siècle dernier. La marque précise que son Jumpy type Hatchback fait le lien entre un véhicule ultramoderne et un fort ancrage historique de Citroën sur le marché des utilitaires. En effet, la firme française détient a réalisé 30% de ses ventes sur ce marché en 2024. Il se distingue notamment par des jantes diamantées, 17 pouces de projecteur full LED et d'un décor spécifique, rappelant l'iconique type H. Ouais, avec des espèces de rayures sur la carrosserie. C'est pas très esthétique, je trouve, mais bon. Si on ferme l'onglet, ça va pas aller, du coup. Alors, il reprend également des éléments emblématiques de type H sous forme de sérigraphie. Il dispose d'une interface digitale évoluée, de Dynamic Surround Vision, du pad ModuWork éclairage renforcé et du pack hiver. En version électrique, l'engin offre 352 km de LTP. Disponible en 3 teintes blanc kaoline, gris acier, gris titane. Ah, c'est des couleurs très ternes, hein, au passage d'ailleurs. Ne serait-il pas une bonne idée d'ailleurs de proposer des utilitaires un peu colorés? Aussi pour se démarquer de la concurrence. Pourquoi se contenter de trucs noirs, blancs, gris? Alors, vous allez me dire peut-être pour les gens qui veulent écrire des trucs dessus, leur publicité. Ouais, alors peut-être, mais je suis sûr qu'il y a des entreprises dans certains secteurs d'activité qui aimeraient bien avoir des utilitaires colorés, électriques. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup hein, qui traînent hein, des colorés électriques. Hein. Si, pour la poste, ils sont obligatoirement jaunes, mais pour le reste, bon.
Non, je sais pas, hein. C'est une proposition comme ça, mais bon. 51 000 euros quand même, hors taxe en plus. Ça fait cher à nostalgie, hein. Ouais, ciao. Risque du prix de l'électricité. Pourquoi les carburants de synthèse pour avion pourraient retourner le marché? Hum, Pas sûr que ça retourne le marché de la voiture particulière, mais bon. Les carburants de synthèse e-fuel réservés à l'aviation pourraient être responsables d'une hausse généralisée des prix d'électricité, y compris pour les particuliers en cause. Une taxation injuste, 10 fois supérieure pour les particuliers. Ça, c'est pas terrible par contre. L'ensemble des citoyens risquent de subir une injustice énergétique au profit d'une minorité aisée. C'est ce que révèle une étude récente démontrant que le niveau de taxe sur l'électricité destinée à la production d'e-fuel pour l'aviation est nettement inférieur à celui imposé aux ménages. E-fuel, carburant synthétique ou encore électrocarburant, ces solutions s'avèrent prometteuses pour décarboner différentes filières difficiles à électrifier, dont l'aviation dans le contexte de la transition énergétique. L'UE prévoit ainsi qu'à l'horizon 2050, au moins 35% des carburants utilisés dans le transport aérien devraient être constitués de ces technologies moins polluantes, qui font partie des Sustainable Aviation Fuel, pour carburant d'aviation durable. La fabrication de ces e-fuels nécessite d'importants volumes d'électricité achetée à prix cassé. Selon une étude récemment publiée dans la revue Climate Policy, le coût de l'électricité à l'usage domestique serait jusqu'à 3 fois supérieur à celui payé pour la production de ces carburants du futur. La situation reflète une injustice énergétique et est susceptible d'entraîner une hausse généralisée des prix au détriment de la majorité des citoyens qui pour la plupart voyagent rarement, voire jamais en avion. Ah ouais, alors ça c'est abusé. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt taxer les billets d'avion? Finalement, ça serait le plus juste, mais bon, ça suffirait peut-être pas, quoi. Avant d'aller plus loin, notons que l'étude classe les besoins en électricité en 3 catégories. Les besoins primaires qui se rapportent aux usages essentiels, chauffage, éclairage, cuisson et divers autres usages domestiques. Les besoins secondaires relatifs à la mobilité courte distance, notamment la recherche des VE. Et les besoins tertiaires qui concernent les usages moins essentiels comme la mobilité longue distance. Donc les déplacements en avion. Selon les données de l'étude, en 2019, le tarif moyen appliqué aux besoins primaires et secondaires atteignait 194 euros par mégawattheure, alors que l'électricité destinée à la production des e-fuels n'était facturée que de 65 euros par mégawattheure. En d'autres termes, l'électricité utilisée pour satisfaire les besoins quotidiens et essentiels coûte 3 fois plus cher que celle utilisée pour produire ces carburants synthétiques. L'écart s'élève à plus de 128 euros par mégawattheure, ce qui fait donc 12 centimes, 13 centimes par kilowattheure de différence. Cette différence tarifaire s'explique principalement par les avantages fiscaux dont bénéficie l'électricité destinée à la production des e-fuels. Par exemple, celle-ci est effectivement exonérée de l'accise et de la TVA, qui en temps normal s'élève entre 32 et 28 euros par mégawattheure. La contribution tarifaire d'acheminement, c'était quant à elle, n'est que de 0,5 à 0,7 euros par mégawattheure. Cet article est très, très, très long. Un peu trop, à mon goût, quand même. Est-ce qu'il faudrait pas, je sais pas, condenser les articles? Je sais pas s'ils sont payés vraiment. Parce que là, ça fait quand même 3 minutes qu'on lit, hein, et on est qu'à la moitié. Hein. Ah là là, terrible. Ah, j'ai la flemme de finir. C'est trop long, en fait. Au bout d'un moment, c'est pour se répéter en plus. Donc, en gros, voilà. Si vous voulez finir, je vous laisse faire pause, au pire. Clairement, il y a une injustice totale avec ce fameux carburant synthétique, et c'est pas normal. Donc si c'est le contribuable qui doit payer, alors que nous, perso, je prends jamais. J'ai pris 2 fois l'avion dans ma vie. Voilà, pour vous dire. Donc ce serait tellement injuste au final. Donc voilà, attendez, on va quand même lire ça. Une injustice énergétique, pour en avoir une idée, en moyenne, un Français consommerait annuellement 5000 kWh d'électricité pour les besoins primaires et secondaires, tandis qu'un unique voyage aller-retour Paris-New York coûterait en électricité 7300 kWh par passager. Oh. L'étude indique même que l'électricité requise par les 1% les plus riches de la population de l'UE pour mobilité aérienne atteindrait 200 000 kWh, dans une hypothèse de 100% de e-carburant. Ouais, c'est injuste. Bah, de toute façon, le monde est injuste. Hein, de toute façon, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense qu'il faudrait taxer les billets de ceux qui prennent les avions pour essayer de compenser, mais je sais bien que peut-être que ça suffirait pas du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est une bonne idée, hein, techniquement, les e-fuels, ça reste plus propre que les carburants fossiles. Mais bon, si c'est pour qu'on paye alors qu'on prend jamais l'avion, ouais, il y a un petit hic là quand même.